Cette vidéo parle du rapport entre les expériences psychédéliques et des expériences spirituelles dans les religions et dans les cercles initiatiques. D'abord, je vais vous parler rapidement de l'usage des substances dans les traditions spirituelles. Ensuite, je vous parlerai de l'expérience psychédélique grâce à un modèle utilisé par les chercheurs. C'est un modèle qui aborde un certain nombre de thèmes comme la modification des perceptions, la dissolution des limites ou la dissolution de l'ego. Ensuite, je vous parlerai des effets des substances. Concrètement, c'est quoi une expérience psychédélique en fonction de chaque substance, comme par exemple la kétamine, la psilocybine, la DMT, l'acide, etc. Et puis, je vous parlerai de l'univers d'un trip aujourd'hui, tel que vécu par ce qu'on appelle des psychonautes. Donc ça veut dire, c'est tout un tas de langages avec ce qu'on appelle le bad trip, le set and setting, etc. Je vous parlerai un petit peu de tout ça pour derrière vous parler de l'univers d'un trip chez les anciens, c'est-à-dire dans les religions et dans les cercles initiatiques, parce qu'on parle également de tout ça dans ces milieux-là, et vous verrez comment les anciens parlaient de tout ça avant. Et enfin pour finir, on fera une comparaison des différents chemins spirituels en fonction d'un certain nombre de critères. Je ferai un petit comparatif entre la religion, le yoga, les psychédéliques, le soufisme, la philosophie, etc., etc. Alors, au préalable, juste un petit avertissement, à aucun moment de cette vidéo, je ne vous encourage à la consommation des substances psychoactives. Non seulement il s'agit de substances illicites, c'est-à-dire que ce n'est pas légal, mais en plus ces pratiques peuvent être très dangereuses. Il s'agit seulement ici de synthétiser des informations largement disponibles sur Internet. C'est une étude qu'on fait ici, on est en train d'étudier ce phénomène dans le cadre de la recherche spirituelle, objet de cette vidéo. Parce que cette vidéo, ça fait partie de notre chaîne, et dans notre chaîne, on traite des sujets spirituels. Donc, ces substances ne doivent jamais être abordées dans un but récréatif. Ici, on en parle dans un but spirituel. Alors, avant de démarrer, déjà, c'est quoi la spiritualité? Pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, pour les nouveaux, eh bien, la spiritualité consiste à élargir sa conscience, c'est tout. Ça consiste à monter en niveau de conscience. Voilà, c'est aussi simple que ça, a priori. Et cette montée sur l'échelle de la conscience se fait classiquement avec des méthodes initiatiques, comme par exemple le yoga, la prière, les cercles initiatiques, etc. Et le problème commun, par contre, de toutes ces disciplines traditionnelles, c'est qu'elles peuvent être pratiquées pendant de longues années, avec un bon rendement en termes de bien-être ou de moralité ou d'empathie, mais avec très peu de rendement pour vivre une expérience mystique, on va dire. C'est-à-dire que ça ne marche pas tellement pour atteindre un état très élevé de conscience pour tout le monde. Je veux dire, ça marche, bien sûr, chez une minorité de pratiquants qui arrivent à atteindre des états très élargis de conscience avec ces techniques, mais il s'agit bien d'une minorité et généralement, ce sont des gens qui vivent que pour ça, comme par exemple des moines, des bonzes, etc. Donc ça, c'est pas fait pour tout le monde. D'un autre côté, les anciennes traditions, notamment les traditions chamaniques, utilisaient des substances psychoactives pour atteindre des états élargis de conscience. Mais attention, là, le but n'était pas seulement de la spiritualité, c'était un mélange de spiritualité, de médecine, de magie, de religion, etc. C'est-à-dire que la spiritualité n'était pas vraiment quelque chose de différencié dans les sociétés tribales, comme c'est le cas maintenant dans une société industrielle, par exemple. Bref, les pratiques chamaniques à base de substances étaient courantes, ou le sont encore aujourd'hui, dans des petites sociétés tribales, comme par exemple en Amérique centrale. Sauf que, autant ça paraît naturel d'invoquer des esprits dans une jungle en Amérique centrale et en se mettant une plume dans le cul, autant faire ça dans un appartement à Poissy ou je sais pas où, c'est un peu bizarre quand même de nos jours, quoi. Par ailleurs, même s'il est vrai que l'expérience vécue est nettement plus évidente avec ces substances, leur usage a été abandonné au fil de l'histoire, sauf dans certaines parties du monde, comme on vient de l'évoquer. Donc, l'usage traditionnel de ces substances était un mélange de spiritualité, de médecine, de religion, de sorcellerie. Vous voyez, on n'était pas vraiment dans un cadre spirituel pur comme on peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, ces substances sont majoritairement utilisées dans un cadre récréatif, ou alors, de plus en plus, dans des expériences thérapeutiques, comme en Hollande, par exemple, pour soigner les dépressions, ce genre de choses. Et l'utilisation de ces substances dans un but de recherche spirituelle structurée
bah, c'est un phénomène un peu accessoire et minoritaire aujourd'hui, hein. Donc c'est pas très très répandu. Et pour cet usage purement spirituel, certaines de ces substances sont qualifiées comme antéogènes. Antéogènes, en à l'intérieur, théo, Dieu, gène, genèse, c'est-à-dire la genèse de Dieu à l'intérieur de soi. Et donc, comme je disais, cette utilisation dans un but purement spirituel reste très marginale pour plusieurs raisons. D'abord, c'est illégal dans plein de pays, donc ça veut dire qu'on ne trouve pas ces produits au supermarché, quoi. Ensuite, c'est dangereux. Ça peut donner des psychoses ou toutes sortes d'effets secondaires. Une autre objection qui vient à l'esprit d'un vrai chercheur spirituel, c'est un sentiment de falsification ou de tricherie lié à l'utilisation, même à l'idée d'utilisation de ces substances-là. Enfin, le dernier problème est la difficulté de faire la part des choses entre les hallucinations et la réalité. Comment faire la différence entre un délire psychotique et les visions pendant un éveil spirituel. Concernant ce dernier problème, qui est une vraie question, hein, les anciens en tout cas avaient deux termes pour différencier les délires des visions réelles. Par exemple, d'après Paracels, qui était un médecin et alchimiste suisse au XIVe siècle, le délire était appelé fantasia et les visions durant un épisode d'éveil étaient appelées imaginatio vera, l'imagination véridique, l'imagination réelle. Donc vous voyez déjà à l'époque ce problème était posé, hein, faire la différence entre une hallucination et une vraie imagination, et au moins ils ont inventé un vocabulaire de termes différents par rapport à ça. En tout cas, même si c'est vrai qu'il est difficile de tracer une frontière nette entre ces deux états, mais il y a un point commun. Et le point commun reste une expérience bouleversante et parfois terrifiante. Toutes les religions, regardez, parlent de la peur de Dieu. Enfin, en tout cas, les religions abrahamiques, tel que c'est écrit dans les textes. Les genoux qui tremblent devant Dieu. Parce que l'état d'éveil peut s'avérer vraiment terrifiant puisque le moi doit se dissoudre et cette dissolution fait croire à une mort physique. C'est-à-dire que pour atteindre cet état d'éveil, le cerveau doit se reconfigurer. L'individu perçoit des choses qu'il ne percevait pas avant. Et ce qui se passe, c'est que la zone mémoire contenant l'identité doit se déconnecter. Ça veut dire que pendant une période plus ou moins longue, l'individu n'a plus d'identité et son intelligence se met à fonctionner sans mémoire, c'est-à-dire sans forme, sans limite. C'est ça ce qu'on appelle la conscience sans forme. Donc, on passe de l'autre côté du miroir pendant un moment et après quelques minutes ou quelques heures, ça dépend, les limites du cerveau se reforment, la mémoire se rallume, ça se reconnecte à la conscience ou à l'intelligence et l'individu redevient un ego. Et ce bref passage de l'autre côté peut provoquer un changement dans la psyché de l'individu qui ne fonctionne plus exactement comme avant. Ce que je veux dire par là, c'est que, sauf exception, une expérience comme ça n'induit pas un changement radical dans la vie quotidienne. C'est pas vrai, malgré toutes les conneries que vous pouvez écouter sur Internet, c'est pas vrai. L'individu goûte à quelque chose qui le dépasse, bien sûr. Ça peut parfois suffire à changer une vie, mais très souvent, c'est pas le cas. En tout cas, pour vous donner une image, comme l'apôtre Thomas, hein, il croyait que ce qu'il voyait, hein, l'apôtre Thomas, l'individu met le doigt dans une brèche de la réalité suprasensible. Regardez bien cette peinture, hein, vous voyez, symboliquement, Thomas met le doigt dans une blessure de Jésus qui représente la réalité ou la conscience ou l'esprit. C'est ça en fait que quand même certains vivent. Alors, c'est quoi ces expériences psychédéliques ? Eh bien, si vous tapez expérience psychédélique sur Internet, vous allez trouver plein de vidéos qui simulent des hallucinations visuelles pendant un trip. Mais une expérience psychédélique est une réalité beaucoup plus complexe que des hallucinations visuelles. C'est beaucoup plus que ça. L'expérience ne se limite pas seulement au champ de vision ou aux perceptions sensibles. Les émotions, les pensées, la créativité, l'identité, toutes les forces cognitives participent à l'expérience. Donc, pour mesurer ces expériences psychédéliques, les chercheurs utilisent un modèle appelé 5D ASC. ASC, ça veut dire Altered States of Consciousness en anglais, les états altérés de conscience. Et suivant ce modèle, chaque substance crée une signature unique dans ce modèle-là. Alors ce modèle, cette échelle, si vous voulez, comporte 11 dimensions réparties en 3 thèmes d'expérience psychédélique. Le premier thème
c'est le thème des perceptions ou la restructuration visuelle. Comme vous voyez marqué, tout ça c'est marqué en anglais, je n'ai pas trouvé la version française, c'est marqué en anglais Visual Restructuration, restructuration visuelle. Il s'agit des expériences visuelles, auditives ou kinesthésiques, c'est le truc le plus connu, on va voir tout ça plus loin. Le deuxième thème, c'est la dissolution des limites, ou le thème de l'infinité. Ils appellent ça Oceanic Boundlessness en anglais. C'est pas la même chose que la dissolution de l'ego, c'est un thème différent. Et c'est quoi la dissolution des limites? C'est un état d'union, si vous voulez, ou de plénitude. Ça peut être ça, ou alors ça peut être de l'autre côté un état de perte de repères très angoissant. Si vous voulez, c'est un état d'auto-désintégration qui peut être à la fois positif et à la fois négatif. Autodésintégration dans le sens des limites, je parle. Et alors ça peut être négatif, ça peut être positif. L'aspect négatif touche au sentiment de perte de contrôle qui peut provoquer des états d'angoisse ou des crises de panique carrément. L'aspect positif se réfère à des changements de comportement, voire de personnalité, qui peuvent survenir suite à ce genre d'expérience. Mais souvent, cette infinité océanique, comme c'est marqué, est un état de contentement ou de béatitude. Ça c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est-à-dire que les gens ressentent une connexion profonde avec le monde qui les entoure. Certains le décrivent comme se connecter à quelque chose de plus grand que soi. D'autres parlent d'expérience spirituelle ici, au niveau de ce deuxième thème. Et enfin, le troisième et le dernier thème est le thème de la dissolution anxieuse de l'ego. Ça, en anglais, c'est Anxious Ego Dissolution. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'un point de vue purement psychologique, il s'agit essentiellement d'une sorte de dissociation. Dans la psychologie, ils appellent ça la dissociation. Mais d'un point de vue spirituel, il s'agit du Graal, appelé l'éveil spirituel ou la présence. C'est ça qui consiste à voir le monde avec les yeux de la conscience pure. Pourquoi? Parce que en l'absence d'ego ou de mémoire, si vous voulez, la conscience devient consciente d'elle-même. Ça veut dire qu'il n'y a plus la notion du monde extérieur et du monde intérieur par rapport à soi. Pourquoi? Parce que pour que le monde ait un intérieur et un extérieur, il faut qu'il y ait un concept de soi, il faut qu'il y ait un ego qui fonctionne comme une sorte d'enveloppe pour séparer l'individu du monde objectif qui l'entoure. Ça, c'est l'état normal de fonctionnement humain appelé la dualité. Mais en l'absence de l'ego, l'extérieur et l'intérieur se confondent et c'est pour ça que les spirituels appellent cet état-là l'unité. L'unité, c'est ça. Voilà les trois grands thèmes de ce modèle et à l'intérieur de ces trois thèmes, ce modèle 5D-ASC là, est réparti en 11 dimensions. Il y a 11 dimensions. Dans le thème de la dissolution des limites ou l'infinité océanique, il y a d'abord les intuitions. Insightfulness, intuition. Cette première dimension de l'expérience psychédélique est celle qu'on utilise sur notre chaîne pour simuler le même type de vécu, mais sans l'aide de substances, seulement grâce au symbolisme. Cette chaîne propose de vivre des micro-expériences psychédéliques, entre guillemets, en partant des textes ésotériques comme les textes religieux ou mythologiques. Et on le fait avec la méthode symbolique qui permet de générer des intuitions ou ce que nous on appelle sur cette chaîne insight. Dans ce schéma, c'est marqué insightfulness, c'est pareil. Et on fait ça exactement comme le ferait une substance psychédélique, mais à une intensité beaucoup plus faible. Il ne faut quand même pas déconner. Donc, c'est-à-dire qu'un texte ésotérique peut activer cette dimension cognitive appelée insightfulness, mais un tout petit peu, quoi. Et ces intuitions, par contre, vont généralement de pair avec trois autres dimensions de l'expérience cognitive, et qui font partie de ce thème de dissolution des limites. Ces trois autres dimensions, c'est quoi? C'est l'expérience de l'unité, l'expérience spirituelle, l'état de béatitude. Alors, ces quatre dimensions qui sont l'intuition, insight, l'expérience de l'unité, l'expérience spirituelle et l'état de béatitude vont généralement ensemble et forment ce thème de la dissolution des limites ou l'infinité océanique. Donc, il faut bien comprendre que ces quatre états vont ensemble. C'est pour ça que c'est sous un thème unitaire. Par exemple, pour revenir à ce qu'on fait sur cette chaîne, la contemplation d'un texte ésotérique provoque des insights qui déclenchent une petite expérience spirituelle. Mais en même temps, en parallèle, ça déclenche une petite expérience de l'unité avec le texte. On se sent un avec un texte quand on le comprend, on le prend avec soi, vous voyez. C'est ça l'expérience de l'unité. Et en même temps, un état de béatitude durant quelques secondes
qui peut déclencher des larmes chez certains. Hein. C'est-à-dire que quand on comprend la signification profonde d'un texte ésotérique, ça fait un effet waouh, on reste un peu scotché comme ça. C'est pourquoi le décryptage d'un morceau de la Bible ou du Coran équivaut à un micro-shoot, tout comme un psychonaute qui digère une substance psychédélique, mais bon là on est vraiment à des niveaux vraiment très faibles. Pourquoi on est à des niveaux très faibles par rapport à des substances? Parce qu'une substance psychédélique produit des effets largement supérieurs aux micro-effets. Pourquoi? Parce que ces expériences-là activent également d'autres thèmes et d'autres dimensions. C'est-à-dire que par exemple sur ce schéma, ça active deux autres thèmes appelés les perceptions visuelles et la dissolution de l'ego, qui ne sont pas activés par la compréhension d'un texte ésotérique. Et ces deux autres thèmes sont très marquants, hein, c'est pas anodin, c'est vraiment très très fort comme truc. Alors, comme vous voyez sur ce schéma, ces deux autres thèmes sont composés de 8 dimensions. Par exemple, si on prend le thème de la dissolution de l'ego, à l'intérieur de ce thème, on trouve quoi? On trouve d'abord la sortie de corps, disembodiment en anglais. C'est quoi la sortie de corps? C'est une sensation, c'est une forme très intense d'un phénomène appelé dissociation dans le langage psychologique. C'est un phénomène qui est connu à l'état naturel pendant les traumatismes graves. C'est-à-dire pendant un traumatisme, l'individu se dissocie de son corps. Par exemple, pendant un viol ou un accident grave, certains se déconnectent complètement de leur corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand le corps se sent menacé, le cerveau déclenche deux réflexes de base, que sont la fuite ou le combat. Mais quand l'individu ne peut ni fuir ni combattre, le corps entre alors dans un autre état, dans un état ultime de congélation, qu'on appelle freeze en anglais, et l'individu se détache de son corps et de son environnement, exactement comme s'il était un témoin muet, sans affection de la scène, vous voyez. C'est la façon ultime de protéger la personne du choc, du traumatisme subi. Une substance psychédélique peut provoquer le même phénomène, mais accompagné en plus d'une sensation physique de voir son corps de l'extérieur. C'est ça qu'on appelle la sortie de corps. Ce sentiment de sortie de corps, combiné à la perte de contrôle, et souvent à l'anxiété, tout ça, ça forme le thème de la dissolution de l'ego. Donc, ce qui nous amène à la deuxième dimension de la dissolution de l'ego, qui est la perte de contrôle et la perte cognitive. Ils appellent ça impaired control and cognition. C'est quoi? En fait, c'est une dimension d'auto-désintégration qui est très très effrayante pour beaucoup de gens. Ça comprend des sentiments de flottement, de détachement de l'esprit du corps, de ne plus avoir de corps ou de ne plus avoir de volonté propre, d'avoir des difficultés à distinguer ce qui est important, ce qui n'est pas important, de l'impossibilité de prendre des décisions, même de tendre le bras par exemple. Et parmi les différentes substances qu'on va voir un peu plus tard, c'est la kétamine qui obtient un score particulièrement élevé dans cette dimension-là. Les autres substances provoquent moins d'expériences de désincarnation comme ça. Ensuite, la troisième dimension du thème de la dissolution de l'ego, c'est l'anxiété. Alors, l'anxiété, tout le monde connaît, mais ici, c'est d'un sens un peu particulier. Pour vous donner une analogie, l'expérience psychédélique ou l'expérience spirituelle ressemble à la natation, à la nage. D'ailleurs, les symboles de la mer, de l'océan et de la barque ou du bateau sont utilisés abondamment dans les textes ésotériques. Un individu qui évolue à l'intérieur de son mental ressemble à un marin dans une barque. Et un individu qui prend une substance psychédélique ressemble à ce marin dans une barque, mais pris dans une tempête et cerné par des vagues. C'est-à-dire que la peur du naufrage, ça veut dire la peur de la perte de contrôle, le sentiment de devenir fou, la peur de ne pas comprendre ce qui se passe, tout ça, ça déclenche parfois un sentiment d'anxiété plus ou moins intense. Ça peut commencer avec des palpitations, ça peut aller jusqu'à des crises de panique. Et symboliquement, quand la barque se brise par la tempête et que le marin se retrouve jeté à l'eau, c'est là qu'on parle de la dissolution de l'ego, vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment d'être submergé dans une infinité sans forme et sans limite qui est symbolisée par l'océan. Si cette submersion est acceptée et vécue par l'individu, alors il ressent un profond sentiment d'union avec l'océan. On parle alors d'amour initiatique ou d'amour divin. Voilà, c'est ça l'amour initiatique. Donc, la gestion de l'anxiété est le ticket d'entrée vers des états élargis de conscience. Ça, il faut le savoir avant de faire ce genre de truc.
C'est pour ça que ce qu'il faut, en fait, c'est un courage de type féminin. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Il faut un courage de type féminin. Pourquoi de type féminin? Parce que dans ces situations, il faut se laisser pénétrer par l'expérience. Il faut se laisser faire et accepter tout ce qui arrive. Il ne faut pas tenter ces expériences à titre récréatif ou juste par curiosité, vous voyez. On risque de vivre un bad trip plus ou moins traumatisant quand même, hein. Il faut être préparé et surtout vouloir sincèrement modifier son état de conscience parce qu'on ne triche pas avec ce genre de substance. Voilà, on a fini d'aborder le deuxième thème de ce modèle et regardons maintenant le troisième et le dernier thème qui est le thème des perceptions. Ça c'est le plus simple, hein. La première dimension de ce thème, c'est quoi? C'est le changement de signification des perceptions. Change meaning of percept, comme c'est marqué dans ce modèle. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est sous l'effet de cette dimension de changement de signification, quand il écoute une simple chanson, même la chanson la plus con et la plus naze qui puisse exister, eh bien, le texte ou la musique peuvent devenir aussi inspirantes, aussi significatives qu'une poésie de haut vol, vous voyez? Ou alors, un simple bouquet de fleurs peut devenir une source d'inspiration sur la genèse de l'univers. Et c'est ça qui est utilisé dans les expériences thérapeutiques qui utilisent ces substances-là. En fait, c'est plutôt cette dimension-là. Vous voyez? C'est-à-dire que dans un contexte thérapeutique, changer de sens est une étape très importante pour changer la pensée et le comportement. Par exemple, si vous avez normalement peur des cafards, sous substance psychédélique, la vue d'un cafard, parfois ça fait plus peur et même ça peut donner lieu à des observations sur la nature. Par exemple, il y a des expériences médicales en cours avec ces substances pour voir comment changer le schéma de pensée, le comportement des dépressifs. Vous voyez? Mais bon, tout ça pour l'instant, on n'en est qu'au début. C'est pas encore légal. Ça se fait dans quelques rares pays comme en Hollande ou en Suisse, je crois. Ensuite, la deuxième dimension du thème concernant les perceptions, c'est des imageries élaborées, complex imagery, et des imageries élémentaires, elementary imagery. C'est quoi? C'est ce que vous voyez sur Internet quand vous tapez psychédélique, c'est des hallucinations visuelles, tout simplement. Et l'intensité d'une hallucination dépend du type de substance et surtout de la quantité consommée. Par exemple, l'AMDMA ou l'ecstasy a peu de potentiel de produire des hallucinations visuelles ou même auditives. Tandis qu'une autre substance comme la DMT est la mieux placée pour créer une sorte d'imagerie modifiée très très élaborée. Alors, l'imagerie peut être élémentaire, c'est-à-dire qu'on voit des motifs un peu kaléidoscopiques ou des lumières derrière les yeux fermés, ou alors ça peut être complexe, c'est-à-dire on peut voir carrément des scènes entières, comme, je sais pas, se balader dans un château, ce genre de truc, les yeux fermés, et ça veut dire qu'on peut avoir une imagination extrêmement vive, vous voyez. Enfin, la troisième et dernière dimension s'appelle la synesthésie audiovisuelle. Ça consiste à permuter les perceptions. Par exemple, on entend des images ou alors on voit des sons. Voilà pour le modèle qui décrit une expérience psychédélique. Et comme je vous disais, chaque substance crée une certaine signature dans ce modèle. Par exemple, le schéma que vous voyez à l'écran est une compilation de 3 études différentes qui utilisent 3 dosages différents de LSD. Vous voyez, ça fait des signatures, des courbes différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les expériences varient en fonction des substances, en fait. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grande confusion dans la littérature pour désigner les substances psychoactives. C'est-à-dire que les termes psychédéliques, hallucinogènes, psychotropes ou psychoactives, tout ça, c'est utilisé un peu à tort et à travers selon les sources, y compris moi. Cette vidéo, je l'utilise un peu n'importe comment, parce que je ne suis pas spécialiste. Mais bon, pour donner un peu plus de structure à cette vidéo, ce que je vous propose, c'est, à partir de maintenant, utiliser le terme générique de substances psychoactives et on va répartir ces substances en 3 grandes familles. La première famille, c'est les psychédéliques. Ensuite, vous avez les dissociatifs et enfin, vous avez les délirogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, les psychédéliques ne sont pas délirants ou dissociatifs. Ça veut dire que sous l'effet des psychédéliques, il est tout à fait possible de faire la différence entre ce qui est hallucinatoire et ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que les psychédéliques n'entraînent pas de délire, tandis qu'une substance comme la salvia divinorum est classée dans les produits délirogènes, dans le sens où l'individu ne peut plus faire la différence entre la réalité et l'hallucination. Une grande variété de substances. Parmi les plus connues, on va regarder ici la MDMA, le LSD, la psilocybine, la DMT, la 5-MeO-DMT, la kétamine et la salvia.
Et comme je vous disais, ces substances produisent des expériences différentes, bien quand même qu'il n'y ait pas une frontière nette entre telle ou telle substance. C'est un peu, oui, c'est un peu réparti partout, mais certaines substances ont des traits proéminents. Par exemple, on peut schématiser les substances par l'expérience la plus forte qu'elles induisent. Par exemple, la 5-MeO-DMT, et dans une moindre mesure la DMT, est plutôt ce qu'on appelle un antéogène. J'en ai déjà parlé, c'est-à-dire on voit Dieu. La MDMA ou l'ecstasy est plutôt ce qu'on appelle un empathogène, c'est-à-dire on tombe amoureux des gens. La DMT ou dans une moindre mesure le LSD et la psilocybine, tout ça c'est des hallucinogènes, c'est-à-dire qu'on voit des éléphants quoi, en gros. La kétamine c'est quoi? C'est un anesthésique dissociatif, c'est-à-dire que on tombe dans le vide, on se dissocie de soi-même. Et la salvia est un délirogène, c'est-à-dire que, je sais pas moi, on croit être un arbre. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu les traits caractéristiques. Donc, dans cette famille des psychédéliques, donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça rapidement. Alors, d'abord, la psilocybine, c'est la plus connue, la plus utilisée, c'est les champignons. En fait, c'est le principe actif des champignons et des truffes magiques. Et les champignons produisent des effets similaires à d'autres hallucinogènes, comme le LSD par exemple, mais avec une signature différente. C'est-à-dire que les utilisateurs décrivent souvent leur expérience comme étant plus imprévisible, plus mystérieuse. Voilà. Et la psilocybine agit par des vagues de sensations espacées de 15 à 30 minutes qui, petit à petit, submergent le corps et l'esprit. Vous voyez, ça vient par vagues comme ça. C'est-à-dire que l'effet commence à se sentir quand l'environnement prend un nouveau relief et que les objets deviennent plus brillants, plus présents, comme si l'individu portait des lunettes, vous voyez, 3D là, vous voyez. Et ensuite, les formes se mettent alors à danser, à se mouvoir. Ça donne des sortes de kaléidoscopes quand on ferme les yeux. Et on voit des formes géométriques de plus en plus complexes et qui apparaissent, qui se fondent les unes dans les autres. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que la cognition se met généralement à prendre de nouveaux reliefs. Par exemple, certains ont l'impression d'être un prof de fac, de comprendre tout. C'est-à-dire que les insights et les découvertes, je sais pas, philosophiques peuvent survenir même en écoutant une chanson naze ou en voyant un gros navet à la télé. Vous voyez, ça donne ce genre d'effet. Au niveau du corps, on est gagné par une certaine euphorie et ça déclenche des fous rires. Mais à des doses élevées, les vagues suivantes qui arrivent peuvent propulser l'individu dans des mondes beaucoup plus sombres, beaucoup plus mystérieux. Là, on commence à avoir des visions d'un autre monde qui peuvent apparaître très très bizarres. Et le corps peut se sentir petit à petit empoisonné par la substance. Vous voyez, les muscles peuvent parfois lâcher le corps, etc. Cette perte au contrôle prolongée peut alors provoquer des bad trips et des attaques de panique. Le truc, c'est que, comme le produit agit durant des heures, et puisque l'individu n'a plus aucun moyen de contrôle sur les événements, c'est cette perte de contrôle qui provoque souvent le bad trip. Et la perte de l'ego peut aussi intervenir en haut de ces vagues, mais c'est assez rare. Et là, l'aptitude de l'individu à lâcher prise et à se laisser pénétrer par l'expérience, c'est quand même le ticket d'entrée vers une expérience mystique si quelqu'un veut vivre une expérience spirituelle. Ensuite, il y a la DMT, la diméthyltryptamine, qui est un puissant hallucinogène, qui est le principe actif de l'ayahuasca. J'ai du mal à prononcer ce mot. C'est quoi? C'est une infusion utilisée en Amérique du Sud et Amérique centrale. Le mot ayahuasca voudrait dire vin du mort ou vin de l'âme. C'est comme ça que j'ai trouvé sur Internet. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, je sais pas. Et la DMT provoque des hallucinations comme avec la psilocybine, les champignons, mais la nature n'est pas la même. C'est-à-dire que la nature des hallucinations sous DMT est plus cinématographique. C'est moins abstrait, mais c'est beaucoup plus fort. Si bien que les motifs géométriques peuvent être perçus comme des motifs vivants, comme des animaux, comme des aliens, comme des vraies constructions, comme comme un château par exemple. Alors que la psilocybine, les champignons, ça donne l'impression d'être derrière une paire de jumelles à observer une scène un petit peu faite de kaléidoscope, vous voyez. Alors que la DMT peut générer un environnement du genre réalité virtuelle, c'est-à-dire que l'individu peut se croire en interaction avec les formes qu'il perçoit. C'est-à-dire que l'individu donne vie à ces formes-là.
Alors comment ça se passe? Bon, c'est un produit qui est généralement fumé, l'effet immédiat. Alors que bon, la psilocybine, par exemple, provoque des vagues durant de 3 à 5 heures. Ici c'est vraiment un tsunami. C'est l'effet immédiat, ça dure un quart d'heure en gros. Une montée rapide, un petit plateau de 10 à 20 minutes, puis après une descente avec des effets très visuels, des hallucinations et parfois des sensations tactile. Alors, la DMT, c'est le principe actif de l'ayahuasca. L'ayahuasca, en fait, c'est une boisson. Il y a d'autres mélanges qui font que l'effet dure 4-5 heures. C'est pas les mêmes effets. Voilà un petit peu pour la DMT. Ensuite, il y a une autre molécule, oui, une substance qui s'appelle la 5-MeO-DMT, la 5-méthoxydimethyltryptamine, qui ressemble à la DMT avec une légère différence au niveau moléculaire. Et c'est cette toute petite différence moléculaire qui classe ce produit en tant que antéogène. Ils appellent ça la molécule de Dieu. C'est une molécule qui est synthétisée, mais ça existe aussi à l'état naturel dans le venin d'un crapaud qui est appelé le Bufo alvarius aux États-Unis. Alors, il s'agit de la substance psychédélique la plus puissante qui existe à ce jour. C'est un truc capable de propulser l'individu dans les bras du Seigneur pendant 10-15 minutes. C'est extrêmement puissant. Et les tripes qui sont filmées sur Internet, on regarde sur YouTube, vous pouvez trouver, ça comporte souvent des scènes de vomissements, des convulsions. Voilà, ça fait vraiment peur. Mais bon, certains quand même arrivent à afficher un certain calme durant l'expérience. C'est une expérience très rapide, ça dure 10-15 minutes, pas plus. Mais c'est une expérience extrêmement forte et le corps de l'individu semble devenir réellement un corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne dedans. Donc si vous regardez ces trucs-là, ça fait ça. Et ça veut dire que c'est quand même une substance réservée aux plus intrépides des psychonautes. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment oser fumer la pipe. Ensuite, il y a le LSD, qui est également appelé l'acide. L'acide, le LSD, c'est pareil, c'est aussi un hallucinogène qui peut être considéré également comme antéogène parfois, parce qu'il y a des récits d'expériences mystiques avec ça. Et ça donne des hallucinations un peu différentes des autres substances. C'est plus des couleurs plus lumineuses, des traînées colorées, c'est plus ça. Et par contre, du côté des bad trips, les crises sous LSD ressemblent plutôt à des crises psychotiques, soit de caractère maniaque, c'est-à-dire que l'individu entre dans une sorte d'hyperactivité avec un sentiment de toute puissance, soit ça donne un caractère dépressif. Alors que les bad trips sous champignons, par exemple, sont plutôt liés à la perte de contrôle, ou à un sentiment de submersion. Il y a peu de traces psychiques. Alors qu'ici, les bad trips peuvent avoir des effets psychologiques négatifs à long terme. Ça peut donner la paranoïa, la dépression, ce genre de trucs. Et voilà, donc c'est quoi? Comment ça se passe? Les premiers effets arrivent rapidement, et la période active, par contre, est très longue. Ça peut durer de 5 à 10 heures, ça dure très longtemps. Là aussi, c'est comme la psilocybine, ça vient par vagues, et par contre, il y a des effets physiques qui sont beaucoup plus proéminents. Par exemple, ça donne des tremblements, des modifications de la sensation de pesanteur, ça donne des effets physiques vraiment notables. Voilà un petit peu pour le LSD. Ensuite, il y a la MDMA, l'ecstasy, qui est une drogue festive. C'est classé dans la famille des amphétamines. Et c'est une substance qui est connue pour des effets empathogènes, c'est-à-dire que ça génère une action empathique. C'est-à-dire que l'individu se sent transporté par l'amour des autres et de l'existence. Et là, pareil, les effets commencent à se sentir entre une demi-heure et 1 heure après l'ingestion, et ça dure 3, 5, 6, 7 heures, ça dépend des doses. Il y a des effets un petit peu empathogènes. L'individu est désinhibé, il y a un excès d'énergie. Par contre, il y a un manque d'appétit. Le temps s'accélère, l'individu est en euphorie. On a une exacerbation des sens, du bonheur, une impression de paix intérieure et tout ça. Par contre, là aussi, au niveau physique, il y a des sensations de vertige, il y a la tachycardie souvent, la peau moite, les mâchoires se contractent, il y en a même qui se cassent les dents. Et voilà, donc ça donne des curiosités comme ça physiques.
Voilà un petit peu pour la MDMA. Bon, tout ça, c'était la famille donc des psychédéliques. Ensuite, il y a la famille des dissociatifs. Je vous donne juste un exemple, c'est la kétamine, qui fonctionne très différemment des autres substances. Puisque cette substance n'agit pas sur les mêmes récepteurs neurologiques. C'est un anesthésique dissociatif. Alors, je ne suis pas médecin, hein, j'ai trouvé tout ça sur Internet. Vous pouvez chercher vous-même, vous trouverez les mêmes informations. Ici, je suis en train de faire une synthèse. Ici, l'expérience qui est induite par la kétamine présente des éléments extracorporels. C'est-à-dire que c'est là où on trouve la sortie de corps, ce genre de truc, c'est plutôt avec ça. Mais ça dépend des doses. Parce qu'à faible dose, ça met les utilisateurs dans un état de rêve légèrement psychédélique. Et par contre, c'est à forte dose qu'on rentre dans des expériences de dissociation. Et ces expériences-là, on les appelle le K-hole. K-H-O-L-E, K-hole, le trou kétamine, si vous voulez, c'est un peu comme le trou noir. Et il y a des psychiatres qui ont défini le K-hole comme c'est un état intermédiaire entre l'ivresse et le coma. Ça, on se rapproche du coma. C'est une substance qui est utilisée par les médecins pour faire des anesthésies, ce genre de trucs. Hein, voilà. Donc ça donne un détachement intense par rapport à la réalité. Parfois c'est euphorique, parfois c'est flippant. Voilà. Ensuite, la dernière famille de substances, ce qu'on appelle les délirogènes. Par exemple, la Salvia divinorum, ce qui veut dire la sauge des devins. C'est une plante originaire du Mexique et ça donne des effets délirants. C'est-à-dire que quand la plante est fumée, à des doses élevées, il y a des effets délirants qui font surface. Par exemple, on peut avoir l'impression, je ne sais pas moi, si vous êtes par exemple chez vous, vous pouvez avoir l'impression d'être devenu un tableau qui est accroché au mur. Vous devenez vraiment le tableau. C'est vraiment des délires de ce genre-là. C'est très, très, très bizarre et c'est très flippant. Et les effets peuvent également inclure des sentiments de décorporation, des distorsions de l'espace et du temps, des sensations de pression physique. L'individu se sent parfois écrasé. Et des fois, il y a même des sensations, des sentiments de réalité alternative. On croit évoluer dans un univers parallèle, ce genre de truc. Bon, voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment très très fort à proscrire, bien sûr. Voilà un petit peu une synthèse. Bon, c'était quand même important de faire cette synthèse-là, de structurer un petit peu pour savoir de quoi on parle. Mais je dirais la partie la plus intéressante de la vidéo commence maintenant, parce que je vais vous parler de l'univers des tripes d'aujourd'hui, en parlant des bad trips, le set and setting, ce genre de trucs. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour faire le parallèle avec l'univers des tripes chez les anciens, parce que sur cette chaîne, on travaille beaucoup sur les textes anciens, les textes ésotériques, la Bible, le Coran, etc. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ce qu'on appelle les psychonautes aujourd'hui et ce qu'on appelait les voyageurs spirituels avant. Donc là, je vous parle de l'univers des tripes d'aujourd'hui. On pourrait essayer de fixer un peu de vocabulaire, surtout vous expliquer un certain nombre de phénomènes autour de ça. Et je vais vous parler d'abord des bad trips et du set and setting. Alors, c'est quoi les bad trips? Les bad trips, ça fait partie des expériences psychologiques les plus difficiles qu'on puisse vivre. Je vous assure que c'est pas simple. Hein. Par contre, ça peut être parfois une expérience significative. Il y en a qui positivent ça en disant que oui, c'est difficile, mais bon, c'est une expérience significative, j'ai appris énormément. Moi, je dirais mon cul, oui. Je sais personnellement, je n'ai pas besoin d'être traumatisé pour apprendre des trucs. On peut apprendre des trucs gentiment, voilà. Alors que bad trip, ça peut être vraiment balèze. Hein. Ça, on voit certains dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, moi, je réfute ces conneries-là d'expériences significatives. Il faut éviter les bad trips, point. Et ce qui déclenche les bad trips est d'abord et avant tout le dosage du produit. Ça, c'est vraiment le premier truc. Ensuite, d'une manière secondaire, c'est ce que les psychonautes, les drogués d'aujourd'hui, si vous voulez, ils appellent ça le set and setting. Donc, je répète, l'expérience psychédélique dépend de la dose et du type de la substance que l'utilisateur consomme avant tout. Avant tout, c'est ça. Donc, vous voyez, à la base, on est sur des choses chimiques. Ça veut dire que ça dépend aussi de la constitution physique de l'utilisateur.
Ça dépend de ses prédispositions, de sa sensibilité à certains médicaments ou des interactions avec d'autres produits pharmaceutiques, ce genre de trucs. Donc, vous voyez, il y a tout un côté physique, chimique, biologique. Mais, en plus de ces facteurs, l'expérience dépend de ce qu'on appelle le set and setting. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais le redire. En gros, le set fait référence au mindset, ça veut dire l'état d'esprit, et à l'expérience d'un individu, et le setting fait référence au cadre et à l'environnement durant une expérience. Donc ça veut dire que l'expérience varie en fonction de l'état d'esprit ainsi que de l'environnement physique et social. Mais tout ça, encore une fois, c'est secondaire par rapport au type de substance et au dosage. Bon, je vais revenir sur le bad trip pour vous expliquer un peu plus ce que c'est. Alors, bad trip, c'est deux choses. D'abord, c'est des sensations psychologiques. Ensuite, il y a des effets physiques. En ce qui concerne les effets physiologiques, ça peut aller de simples gènes musculaires jusqu'aux convulsions. Si le corps d'un individu n'est pas apte à supporter ce genre d'expérience avec une substance, le set and setting, tous ces trucs-là, ça ne changera rien. Par exemple, si la substance provoque des nausées en continu, une tachycardie ou des paralysies musculaires, ben là, le bad trip est inévitable, quel que soit le set and setting. Donc, ça veut dire que la compatibilité physique, c'est un prérequis. Voilà. Et pareil, quand je parle de compatibilité physique, mais aussi psychique, parce que bon, ça, de la chimie du cerveau, si vous voulez, de la même manière, c'est-à-dire qu'un individu qui souffre de troubles psychiques avérés ou potentiels n'est pas apte à ce genre d'aventure. Je vous recommande les livres d'un psychiatre qui est très connu dans ces milieux-là, qui s'appelle Dr Olivier Chambon. Il a fait des livres. Et vous trouvez ces vidéos sur YouTube, c'est très très intéressant, je vous conseille de le regarder. Lui recommande d'éviter toute utilisation de substances psychoactives, même chez les individus sains d'esprit, mais ayant un parent ou un enfant souffrant de troubles psychiques. Donc voilà, donc vraiment il faut faire attention. Voilà pour le côté physiologique. Et concernant l'aspect psychologique, un bad trip, c'est plus difficile à cerner et donc plus difficilement contrôlable. On pourrait peut-être résumer le bad trip par l'angoisse de ne plus être capable de. S'il y a une phrase, si vous voulez, pour résumer ça, moi, la phrase qui me vient à l'esprit, mais je me trompe peut-être, mais moi, c'est vraiment cette phrase-là qui me vient à l'esprit, c'est l'angoisse de ne plus être capable de. Moi, je vous dis ça parce que bon, j'ai déjà vécu ce genre de truc. C'est un mélange, en fait, d'angoisse et de perte de contrôle. Vous voyez, c'est deux choses qui rentrent dans un cycle infernal comme ça. Par exemple, la peur, ça peut être la peur de ne plus être aux commandes de sa tête, l'angoisse de ne plus être aux commandes de ses muscles, la peur de ne plus être capable de revenir à une vie normale, la peur de ne plus être capable de discerner entre la réalité et l'hallucination, etc. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un bad trip, on va prendre un exemple simple basé sur la respiration, un truc tout con basé sur la respiration. En temps normal, la respiration, c'est un acte automatique et complètement inconscient. On réfléchit pas à notre respiration. Mais le fait de vouloir contrôler sa respiration, ça peut vous expliquer un petit peu ces trucs de bad trip. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez contrôler votre respiration, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fixer votre attention sur votre respiration. Vous devenez conscient du fait que vous pouvez effectivement contrôler vos expirations et vos inspirations. Alors, imaginez que vous devenez conscient de votre respiration et d'un seul coup, vous avez peur qu'en détournant votre attention de votre respiration, elle pourrait brusquement s'arrêter. Voilà, boum, d'un seul coup. Puisque maintenant l'acte de respirer est devenu conscient et objet de votre attention, vous pourriez avoir peur de détourner votre attention de votre respiration puisque ça pourrait provoquer une perte de motricité de vos poumons et une suffocation. Mais d'un autre côté, puisque vous ne pouvez pas passer votre temps à surveiller votre respiration, vous pourriez alors avoir peur de ne plus être capable de gérer à la fois votre respiration, vos pensées, votre vision, vos actes, votre marche, etc. Autrement dit, vous entrez dans l'angoisse de ne plus être capable de respirer et de vivre normalement dans les heures qui viennent. Et boum, ça vous met dans une sorte de marécage psychique où plus vous bougez, plus vous enfoncez. Et vous rentrez dans un emballement. Et c'est cet emballement qui provoque un bad trip. C'est ça un bad trip. Je ne sais pas si vous voyez encore ou pas. Pourquoi? Parce que, regardez, les hallucinations ou alors faire une sortie de corps,
Ça ne constitue pas des phénomènes à l'origine d'un bad trip. C'est pas ça qui provoque les bad trips. C'est pas parce que vous hallucinez que vous avez un bad trip. Le bad trip, c'est la peur de ne plus pouvoir sortir de ces hallucinations. C'est la peur de ne plus pouvoir passer à autre chose. C'est l'angoisse de ne plus être capable de se réapproprier son corps et son identité. En fait, c'est ça le bad trip. Alors, donc, pour aller encore un peu plus loin, pour mieux comprendre cet univers de trip, je vous propose maintenant de voyager dans le temps et de voir ce que les anciens disaient à propos d'un trip, du bad trip, du set and sitting, tout ça, on va les retrouver chez les anciens. Parce que les anciens qui faisaient tout ça, on les appelait les spirituels. Aujourd'hui, on les appelle les psychonautes. La différence entre les deux, c'est que les anciens spirituels étaient des gens très très sérieux. La spiritualité, c'était une affaire de vie ou de mort, alors qu'aujourd'hui, les psychonautes, c'est généralement des jeunes branleurs qui font ça de façon récréative. Pas tous, bien sûr, mais quand même la majorité. Alors, comment ça se passait les trips psychédéliques chez les anciens? Eh bien, déjà le mot trip. Un trip veut littéralement dire un voyage. C'est-à-dire que on peut voir un trip comme un voyage spirituel rapide qui dure de quelques minutes à quelques heures. Et figurez-vous que les textes sacrés, comme par exemple l'Évangile, sont des guides pour des tripes sans substance. Si bien qu'en étudiant ces guides, que sont les textes sacrés, on peut formaliser d'une autre manière un trip. Par exemple, le trip, c'est-à-dire le voyage spirituel décrit dans l'Évangile, est composé de 3 étapes qui sont appelées des baptêmes. C'est ça un baptême. Les baptêmes sont les étapes successives d'un voyage spirituel. Le mot baptême veut dire être immergé. Et c'est une image extrêmement forte. Ça veut dire symboliquement expérimenter brièvement la vie sous l'eau, c'est-à-dire immergé dans la conscience sans forme. C'est ça qui est symbolisé par l'eau. Ça veut dire symboliquement expérimenter un autre monde et revenir transformé. Le baptême est synonyme de transformation. Parce que pendant chaque étape de ce voyage spirituel, vous franchissez un palier sans revenir en arrière. Alors, là, j'attire votre attention sur 2 notions spirituelles extrêmement importantes à comprendre, que sont la notion d'étape, c'est-à-dire un baptême, et la notion d'état, un état. La différence entre un état et une étape est très bien formalisée dans le soufisme. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça ailleurs. J'ai trouvé ça que dans le soufisme, mais ça existe peut-être ailleurs, vous me direz dans vos commentaires. Les soufis appellent ça le hal, un état, et le maram, une station, une étape. Ça veut dire qu'un état spirituel est très différent d'une étape spirituelle dans le sens où une étape vous transforme à jamais, alors qu'un état est une transformation temporaire avec retour en arrière après l'expérience. Par exemple, quand vous regardez un film d'horreur, vous entrez dans un état différent durant le film. Il y a l'excitation, la peur, etc. Et une fois le film terminé, vous reprenez votre état mental d'avant. Par contre, si vous vivez réellement une horreur ou un traumatisme, là on parle d'étape, puisque votre état mental après le traumatisme, c'est plus le même que celui d'avant le traumatisme. Et les psychonautes qui font des expériences psychédéliques, la plupart du temps, ils vivent des états et non pas des étapes. C'est-à-dire qu'une fois sobres, ils redeviennent les mêmes qu'avant. Mais exceptionnellement, ils peuvent vivre une étape. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est assez rare. C'est-à-dire qu'une fois sobre, généralement parlant, encore une fois, généralement parlant, la plupart des psychonautes reprennent leur vie d'avant. Ils n'ont pas beaucoup changé, quoi. Pareil, dans le voyage spirituel chez les anciens, ils ont un peu codifié tout ça. Par contre, comme voilà, encore une fois, c'était des choses sérieuses, il n'y a pas cette notion d'état, il y a la notion de baptême en tant qu'étape, c'est-à-dire que on change d'état mental définitivement. On se transforme pour de bon. Encore une fois, ça s'appelle étape-station. Et dans l'Évangile, il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau, qui est fait par Jean-Baptiste. Il y a le baptême du feu qui est fait par Jésus sur ses disciples, et il y a le baptême d'esprit qui est opéré sur Jésus lui-même avec sa crucifixion et sa résurrection.
Et on peut appliquer ce schéma-là à un trip psychédélique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le baptême d'eau, c'est ce que les drogués d'aujourd'hui appellent le set and setting. Il s'agit de laver sa conscience de ces impuretés liées au conditionnement psychique qui peuvent nuire au trip ou au voyage spirituel. Dans l'Évangile, c'est fait par Jean-Baptiste qui lave les gens avec de l'eau, c'est-à-dire qu'il lave la surface de leur conscience des conditionnements psychiques et sociaux. Chez les psychonautes, on appelle ça le set and setting, c'est-à-dire se relaxer, se laisser aller, se mettre dans un endroit agréable, être ouvert à l'expérience, ne pas se crisper, ne pas avoir peur, être rassuré par la présence d'un trip-sitter, enfin quelqu'un qui est à côté, d'un guide, mettre de la musique, etc. Et la différence entre le baptême d'eau de Jean-Baptiste et le set and setting des psychonautes, c'est que le baptême d'eau est une étape, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire on change définitivement d'état mental une fois qu'on se lave de ces conditionnements psychiques, alors que dans un trip, il s'agit d'un état. C'est juste se relaxer et être dans le bon décorum, si vous voulez. C'est pas ça qui change définitivement votre état mental. Ensuite, dans l'Évangile, il y a le baptême du feu qui est représenté par des paroles et des actions de Jésus sur des gens. La figure de Jésus en tant qu'esprit, je parle de ça. Ça veut dire quoi le baptême du feu? Symboliquement, le feu brûle les formes et les transforme en lumière. Ça veut dire que Jésus, c'est-à-dire l'esprit qui est en vous, c'est ça la figure de Jésus, vous transforme en brûlant vos identifications au monde perceptible et en les transformant en lumière. L'esprit symbolisé par Jésus brûle des bouts de l'ego, c'est ça les formes, ça brûle les bouts de l'ego humain et les transforme en conscience. C'est ça le feu. De la même manière, pendant un trip, chaque vague chimique qui frappe comme ça la biochimie du corps brûle les perceptions existantes et les transforme en perceptions situées à des niveaux de conscience plus élevés. C'est ça les hallucinations. C'est-à-dire que chaque vague augmente le bouton de volume de la conscience dans votre tête. Et enfin, une fois le mental arrivé à un niveau suffisamment élevé de conscience, alors l'esprit qui est figé dans le mental, l'esprit qui est crucifié symboliquement dans le mental, meurt dans son côté perceptible pour devenir un esprit pur, une conscience pure. C'est ça, symboliquement, la résurrection de Jésus, vous comprenez? Et ça se fait dans un endroit qui s'appelle, dans la Bible, ça se fait dans un endroit qui s'appelle Golgotha, qui veut dire le mont du crâne. Ça se passe dans votre tête. C'est ça qu'on appelle le baptême d'esprit. C'est quand la conscience se libère du mental, ou de la mémoire si vous voulez, pour fonctionner à l'état pur, sans être adossé à la mémoire, c'est-à-dire à des formes perceptibles. C'est ça qu'on appelle la dissolution de l'ego pendant un trip. Et pour continuer encore un petit peu, dans l'Évangile, quand Jésus ressuscite et revient sur terre, ses compagnons le trouvent sur la route d'Emmaüs, qui est un village éloigné de 60 stades de Jérusalem. Ça veut dire que si votre mental réussit son baptême d'esprit, alors vous pouvez vous mettre dans des états élargis de conscience qui sont en dehors du temps. Symboliquement, la route d'Emmaüs est éloignée de 60 stades, c'est-à-dire 60 unités de mesure du temps. Vous voyez comme c'est beau tout ça, mais bon, malheureusement, seulement ceux qui ont vécu ce genre de choses peuvent comprendre de quoi on parle. Voilà comment l'Évangile donne des paraboles sur un trip spirituel. Et il y a aussi d'autres traditions spirituelles qui parlent d'autres sujets, comme par exemple le set and setting. Par exemple, en franc-maçonnerie, l'impétrant, c'est-à-dire le candidat qui veut être initié, subit une première épreuve qui est appelée l'épreuve de la terre. Il s'agit de méditer durant un moment dans un cabinet sombre, avec des symboles initiatiques un peu partout. Et il y a une grosse inscription qui met en garde le candidat, et c'est marqué « Si ta curiosité t'a amené ici, va-t'en, casse-toi, rentre pas là-dedans ». Pourquoi? Parce que c'est ça un petit peu le mindset dont on parlait avant. C'est-à-dire que le mindset primordial à avoir avant de démarrer une expérience est une intention forte de vivre un voyage spirituel. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre ces substances-là dans un but récréatif. C'est ça qui est très important, c'est la motivation spirituelle qu'il faut avoir avant. Vous voyez?
Donc, et pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui génère les bad trips, en fait. Vous serez puni de toute façon, entre guillemets, si vous faites ça sans motivation spirituelle. Ça veut dire quoi, encore une fois? Ça veut dire qu'une intention forte spirituelle dégage suffisamment de force pour digérer et accepter des sensations bizarres ou désagréables pendant un trip. Cette détermination, cette fermeté nécessaire à un trip spirituel porte un nom dans une église évangélique brésilienne qui s'appelle l'église de Santo Daime, D-A-I-M-E. Et pourquoi? Parce que c'est une église qui réalise des sacrements, tenez-vous bien, avec de l'ayahuasca. Chez eux, ils ont un nom pour cette motivation spirituelle, pour que le sacrement se passe bien sous l'ayahuasca, pour que les gens ne pètent pas des plombs, pètent pas un plomb, pardon. Ils appellent cette motivation spirituelle, c'est un terme portugais, la firmeza, F-I-R-M-E-Z-A, firmeza, qui veut dire la fermeté, la solidité. Si vous voulez, les chrétiens classiques appellent ça la foi. Voilà. Seulement la terminologie classique chrétienne insiste sur ce concept de foi qui est malheureusement confondu avec la croyance. Alors que le concept chrétien de la foi, c'est pas de la croyance, c'est la firmeza dont je viens de vous parler. Et l'avantage de ce terme firmeza, c'est que voilà, ça dit bien son nom, fermeté. Ça consiste à découpler cet état d'esprit avec une croyance quelconque. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit d'avoir suffisamment de force pour être ferme pendant l'expérience. Et c'est ça qui peut épargner à l'individu un bad trip. L'autre exemple pour parler des spiritualités traditionnelles, c'est que vous allez trouver l'équivalent de cette firmeza, cette fermeté, dans la tradition islamique, à travers la première sourate du Coran qui s'appelle Al-Fatiha, qui est une sourate absolument... s'il y a des miracles qui existent sur Terre, personnellement je trouve que cette sourate, c'en est un, quoi. C'est une sorte de mantra, si vous voulez, pour parler le langage d'aujourd'hui. C'est une formule, si vous voulez, pour avoir le bon état d'esprit pour un voyage spirituel. Le terme Fatiha veut dire la clé, le prologue, l'ouverture, la porte, si vous voulez, ou encore la chose qui permet d'inaugurer quelque chose. Vous voyez? Et non seulement la structure de cette sourate constitue le mindset nécessaire pour préparer sa tête à vivre spirituellement tous les jours, mais en plus c'est un remède efficace pour transfigurer une journée normale en un trip spirituel. Je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que d'après les traditions spirituelles, le monde objectif et les événements vécus autour de vous ne sont que des manifestations de l'esprit. Autrement dit, et là j'ai mis à l'écran, là c'est très important, selon les traditions spirituelles, la réalité objective de tous les jours n'est rien d'autre qu'une hallucination ordinaire, et l'hallucination pendant un trip n'est rien d'autre qu'une réalité extraordinaire. Et dans cette perspective, les difficultés et autres déconvenues de la vie quotidienne ne sont rien d'autre que des micro-bad trips vécus durant l'hallucination ordinaire qui est votre vie de tous les jours. Au même titre que le concept de firmeza, la sourate Al-Fatiha présente une sorte de mantra dont la bonne compréhension et la bonne pratique permet de gérer les bad trips de la vie quotidienne. Les déconvenus, les soucis, les angoisses, les colères, je vous assure que ça fonctionne. C'est pas des conneries ce que je suis en train de vous dire là. Et regardez cette chaîne, regardez nos autres vidéos, on parle pas des choses gratuitement. C'est tout il y a de la recherche, il y a du travail. C'est fait après de longues années de travail. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a une raison. D'ailleurs, regardez, on a une vidéo qui s'appelle « Comment gérer les bad trips de la vie quotidienne ». Et dans cette vidéo, je donne une formule. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo-là, mais je vous le dis. Maintenant, dans cette vidéo, il y a une formule inspirée de cette sourate Al-Fatiha pour gérer mentalement vos problèmes quotidiens. Voilà. Ensuite, il y a une autre notion qui est un peu négligée des expériences psychédéliques aujourd'hui. C'est ce qui existait dans les traditions d'avant, mais qu'on ne retrouve pas chez les psychonautes, enfin on retrouve très peu par contre, c'est la phase d'intégration après une expérience. On parle beaucoup de set and setting avant une expérience, mais beaucoup moins de set and setting après
une expérience, une sorte de post-state setting si vous voulez. C'est-à-dire que comment faire en sorte que l'état mental vécu durant l'expérience transforme positivement l'individu dans la vie quotidienne de tous les jours. Comment faire pour transformer en gros un état en une étape, comme on a dit tout à l'heure. Hein, vous voyez, il s'agit de transformer un état spirituel en une station, en une étape spirituelle, ou en une sorte de baptême, si vous voulez, transformer une expérience psychédélique en baptême, en fait c'est ça. Si vous voulez, il existe tout un tas de traditions depuis des siècles qui ont travaillé et un peu codifié les expériences spirituelles. Ces traditions et ces codes, malheureusement, sont très souvent méconnues par les psychonautes d'aujourd'hui, qui se retrouvent du coup soit tout seuls, soit parfois entre les mains des chamans autoproclamés, mais très rarement entre les mains des vrais connaisseurs de ces sujets-là, vous voyez. Et d'ailleurs, la plupart des guides spirituels et des chamans qu'on retrouve sur Internet, ils me font penser à certains auto-entrepreneurs qui se présentent comme des entrepreneurs, des CEO, des trucs comme ça, là, si vous voulez, alors qu'en réalité, c'est juste des chômeurs qui ne trouvent pas de boulot, quoi. Voilà, pour moi, c'est pareil. Donc, il y a des courants ésotériques qui existent depuis des siècles et qui ont des positions très claires sur ces expériences spirituelles, notamment sur la phase d'intégration après une expérience. Par exemple, il y a un courant gnostique musulman, les illuminationnistes, les Ishrariyoun en arabe, pour qui une expérience spirituelle doit être réservée à ceux qui ont des connaissances en philosophie et en métaphysique. Et ils expliquent le pourquoi avec une très très belle image. Pour eux, l'expérience spirituelle est comme le vin mystique, une boisson spirituelle. Le vin, ça représente l'esprit. Et le mental humain est comme une coupe qui reçoit ce vin mystique. Donc, pour que l'individu puisse s'enivrer avec le vin mystique, il faut que la coupe soit solide et suffisamment grande. C'est-à-dire qu'il faut que le mental soit structuré et suffisamment développé avec la philosophie et la métaphysique pour pouvoir contenir l'esprit qui vient le remplir. C'est une magnifique image et c'est tellement vrai. Donc si vous êtes jeune ou inexpérimenté dans la vie, il ne faut surtout pas triturer votre cerveau avec ces substances. Pourquoi ? Parce que si la coupe, c'est-à-dire votre mental, n'est pas assez solide, ou si la coupe a des fêlures, ou si la coupe n'est pas assez profonde, le vin risque soit de casser la coupe carrément, soit de déborder. Ça veut dire que vous risquez de péter un plomb, quoi. Voilà, donc voilà un petit peu pour les traditions anciennes. Alors, avant de conclure, je vais dire aussi, puisqu'on vient d'aborder la métaphysique, je vais dire aussi juste 2 mots sur le problème métaphysique des substances psychoactives, qui est la suivante. S'il suffit d'une substance chimique pour se spiritualiser, alors, finalement, est-ce que tout ça, c'est pas des conneries ? Est-ce que la spiritualité, c'est pas bidon, finalement ? Si l'esprit n'est rien d'autre que des substances qui altèrent le fonctionnement des neurotransmetteurs, alors la spiritualité, est-ce que finalement, c'est pas des bullshit ? Vous voyez, les substances psychédéliques posent sur la table le dilemme entre le matérialisme et le spiritualisme. Ça veut dire que s'il suffit de changer la chimie du cerveau pour expérimenter des états spirituels, alors finalement, est-ce que l'esprit existe réellement ? On a en droit de se poser la question. Autrement dit, peut-on réduire l'esprit à une production du cerveau, tout simplement ? Alors, le problème ici, c'est que la solution, ce problème n'est toujours pas résolu. Et le problème, il est toujours ouvert, attention. C'est pas si évident que ça. Et depuis l'Antiquité, il y a ce combat entre les spiritualistes et les matérialistes. Ça veut dire quoi ? Chez un individu matérialiste, le monde réel ne se résume qu'aux choses, parce que sa conscience est consciente de quelque chose. Alors que chez un individu spiritualiste, le monde réel se résume à la chose qui perçoit les choses, c'est-à-dire à l'esprit ou à la conscience. Vous comprenez ? Pour parler différemment, les spiritualistes réduisent tout à la conscience et les matérialistes réduisent tout à la matière. Pour moi, c'est la réduction, tout ça c'est la même chose. C'est-à-dire que les spiritualistes donnent la primauté ontologique, pour parler comme les philosophes, à la conscience, alors que les matérialistes donnent la primauté ontologique à la matière. Mais, il y a une approche qui dépasse cette guerre matière-esprit, qui s'appelle le monisme, et qui donne la primauté ontologique à l'existence elle-même. En gros, pour le monisme,
L'existence ou la présence, si vous voulez, est un chapeau qui couvre et la tête et le corps. Dans le monisme, la matière et l'esprit sont deux attributs d'une seule chose appelée existence, réalité ou Dieu. Par exemple, la prise d'une substance psychoactive est un acte existentiel qui modifie en même temps les plans matériels et spirituels d'une seule et même chose qui est l'existence. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire que manger des champignons est une opération qui se déroule sur le plan physique en même temps que sur le plan spirituel. Quand un humain, en tant qu'un morceau d'existence, ce qu'ils appellent une image de Dieu, décide de manger un champignon, l'esprit imagine manger des champignons en même temps que le corps mange des champignons sur le plan matériel. Vous voyez, ça veut dire que la bouche qui mâche les champignons est la sœur jumelle incarnée d'un esprit qui imagine mâcher des champignons. Quand le corps mange des champignons, l'esprit imagine en même temps manger des champignons. C'est ça le monisme. Et personnellement, c'est l'explication qui me satisfait le mieux à ce jour. Peut-être dans 5 ans, je vous dirai autre chose, mais à ce jour, je trouve que le monisme résout le problème résout pas le problème, parce que ça porte le problème à un niveau supérieur. Le problème est toujours là, mais bon, c'est élégant, c'est joli de dire que l'esprit et la matière sont des enfants jumeaux du même père qui s'appelle l'existence, Dieu ou la réalité. Voilà. Alors, pour conclure cette vidéo sur le rapport entre les substances psychoactives et la recherche spirituelle, j'ai fait un comparatif des différentes voies de recherche spirituelle. En fait, le monde des psychédéliques est riche de vocabulaire qu'on peut utiliser pour qualifier un peu ce monde de recherche spirituelle qui utilise un peu les termes anciens, comme le baptême, etc. Et je me suis basé, pour faire ce comparatif, sur 6 critères pour essayer de schématiser un peu et comparer les différentes disciplines initiatiques. C'est quoi ces critères? C'est le mindset, le setting, la biochimie, le focus mental ou l'attention ou la méditation si vous voulez, la raison et l'intuition ou ce qu'on appelle insight. Et j'ai fait une espèce de scoring comme ça. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est juste une tentative pour positionner ces disciplines les unes par rapport aux autres pour y voir un petit peu plus clair. Donc n'y voyez pas du tout un objet sérieux de recherche scientifique sur un autre truc, c'est juste pour comparer. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pondéré ces critères en fonction de cette discipline initiatique que je connais personnellement. Donc vous voyez, c'est pas des conjectures, tout ça. J'ai fait tout ça. Donc ça ne veut pas dire que je connais parfaitement tout ça. Bon, je parle d'expérience, c'est un retour d'expérience. Et bon, j'ai plus de pratique sur certaines disciplines que d'autres, mais bon, c'est un retour d'expérience, donc subjectif. C'est un ressenti, ça n'engage que moi. Certains d'entre vous, vous allez, vous serez forcément pas d'accord parce que c'est subjectif. Donc, vous voyez que pour chaque discipline, il y a sur ce schéma-là un trait saillant. Vous voyez, une spécificité qui domine les autres. Sauf, j'ai trouvé pour le soufisme que je trouve assez équilibré. L'échelle de tout ça, c'est le pourcentage d'utilisation de chaque critère. Ça, c'est l'échelle verticale. Par exemple, commençons par une religion classique telle qu'elle est pratiquée par des religieux classiques, dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, tout ça. Là-dedans, il y a quoi? Il y a un peu de mindset. Il faut faire le bien, il faut être gentil. Et par contre, il y a énormément de setting. Il y a énormément de rituels, ce genre de trucs. Et il y a qu'à regarder aussi l'art et l'architecture sacrée dans le monde pour voir la dose de setting qu'il y a là-dedans. Ensuite, si on regarde les psychédéliques, évidemment, c'est la biochimie qui l'emporte. Mais j'ai mis aussi un bout de raison, intellect dedans. Pourquoi? Parce que j'estime que cette voie ne sert pas à grand-chose si on n'arrive pas à intégrer, à rationaliser ce qu'on vit après le coup, pour l'utiliser dans la vraie vie. Après, vous avez la philosophie et la psychologie, qui sont aussi des voies initiatiques, qui sont plutôt basées sur la raison et le mindset. Oui, bon, vous n'aurez pas des expériences comme avec des psychédéliques, mais quand même, je considère tout ça aussi comme des voies initiatiques. Il y a le yoga également. Alors attention, il ne faut pas confondre le yoga et la méditation. Le yoga est une voie initiatique qui veut dire union avec l'esprit. La méditation est une technique utilisée dans le yoga. De la même manière qu'une substance psychoactive est utilisée dans la spiritualité chamanique, par exemple. Vous voyez, il y a différents types de yoga. Le yoga qui est connu en Occident est un type
particuliers de yoga. Il y en a 4 en tout. Par exemple, il y a le Karma Yoga qui est basé sur des bonnes actions en société. Je vous mets un lien vers un excellent livre pour creuser tout ça. Donc vous verrez dans le descriptif de cette vidéo. Donc le yoga tel que c'est pratiqué en Occident, j'ai mis un maximum de focus mental, c'est-à-dire de la méditation ou d'attention là-dedans. À gauche, vous avez le soufisme et la franc-maçonnerie qui sont les deux voies traditionnelles orientales et occidentales, deux voies spirituelles orientales et occidentales. La différence, c'est que la franc-maçonnerie est beaucoup centrée sur le setting, un peu comme les religions, il y a énormément de rituels, de décorum, tout ça là-dedans, alors que le soufisme est plus équilibré. En franc-maçonnerie, par exemple, il n'y a pas de méditation, sauf exception, alors que dans le soufisme, il y a de la méditation. Voilà. Et enfin, à droite de tout ça, vous voyez l'ésotérisme tel qu'on la pratique sur cette chaîne, c'est-à-dire le symbolisme et l'herméneutique, ce qui est, tout ça, c'est beaucoup basé sur les intuitions, ce qu'on appelait l'insight, et sur la raison également. Donc on essaie de mettre tout ça dans un cadre rationnel. Voilà, j'espère que ce travail a pu clarifier un tout petit peu le côté spirituel de toutes ces pratiques d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous déconseille fortement, absolument, l'utilisation des substances psychoactives. C'est dangereux, c'est illégal, ne le faites pas. J'ai fait cette vidéo dans un cadre pédagogique et dans un cadre d'études intellectuelles. Par exemple, le crime est une chose interdite, n'empêche qu'on peut étudier le crime en tant que phénomène humain dans un cadre sociologique, par exemple. Là, c'est pareil, prenez cette vidéo dans un cadre d'études. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.